Le débat du jour a pour thème la situation internationale. Il fait suite bien sûr à la discussion qu'on a eue hier avec tous les camarades de la Fête de l'Humanité ici dans ce stand sur la mobilisation, le 10 septembre, les choix politiques et les perspectives politiques que ça ouvre. Mais on va se concentrer bien sûr aujourd'hui sur la situation internationale avec des problèmes qui se situent sur un autre plan d'une certaine manière. Donc pour intervenir, je commencerai par un tableau très, voire trop général. Je m'appelle Aurélien, je suis militant NPAR à Paris. Ensuite, je passerai la parole à Xavier, qui est militant NPAR et postier dans le 92, pour parler de la situation spéciale de la Palestine, de la lutte contre le génocide. Et enfin, pour conclure sur nos perspectives internationalistes opposées au nationalisme et surtout à notre propre impérialisme, je passerai la parole à Maria, qui est militante au NPAR et postière à Paris. Donc pour faire le plus rapide possible à grands traits, c'est sûr que la situation internationale, depuis quelques années, elle est dominée en fait par le retour de la guerre. On dit retour de la guerre, on le dit vite quand même, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par le régime de Poutine en 2022. On dit vite retour de la guerre parce que les années 90 et 2000 ont été quand même marquées par des interventions, des agressions impérialistes des USA cette fois-ci contre l'Irak, puis contre l'Afghanistan, encore contre l'Irak, et les agressions impérialistes françaises incessantes en Afrique. Mais effectivement, l'agression russe de l'Ukraine en 2022, elle a marqué un tournant parce que c'était pas une guerre menée et décidée par l'impérialisme américain. C'était une guerre menée et décidée par un impérialisme concurrent des États-Unis, qui ne leur arrive pas à la cheville et qui ne menace pas du tout leur domination, mais qui n'est pas aligné sur eux. Quand on parle de motivation impérialiste pour le régime de Poutine, ça veut dire que c'est des motivations qui sont à chercher dans la concurrence capitaliste pour les profits, pour l'accès aux matières premières, pour l'accès au marché, exactement comme on avait analysé les motivations de l'impérialisme américain de George Bush contre l'Irak, père et fils. Alors évidemment, face à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, on a dit troupes russes hors d'Ukraine, et on continue à le dire, mais dans le même souffle, on a toujours dit troupes de l'OTAN hors de l'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, c'est très important qu'on fasse le point là-dessus, avec les événements de la semaine passée que vous avez tous vus en Pologne. Pourquoi troupes de l'OTAN hors de l'Europe de l'Est? Parce que derrière ce qu'on nous présente, Macron et compagnie, comme la défense du peuple ukrainien contre l'agression russe, on a en réalité des manigances et des futures guerres peut-être de l'impérialisme français, de l'impérialisme allemand, de l'impérialisme anglais et surtout de l'impérialisme américain, qui sont des guerres dont les buts de guerre n'ont rien à voir ni avec les intérêts du peuple ukrainien, ni avec les intérêts des peuples des pays d'Europe de l'Est, ni bien sûr avec les intérêts des travailleurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors quand Macron annonce qu'il va ramener 3 Rafales en Pologne, suite à l'incursion de drones russes la semaine dernière, et ben non aux Rafales en Pologne. Les Rafales, on n'en veut pas nulle part, d'ailleurs on préfère financer l'hôpital que le Rafale, mais non aux Rafales en Pologne et non à l'intervention de l'impérialisme français. Les buts de guerre d'ailleurs, ils nous parlent de protéger le peuple ukrainien, ils nous parlent de protéger les peuples d'Europe de l'Est d'une éventuelle intervention de Poutine. Mais en réalité, si vous lisez et si vous écoutez leurs déclarations, ce qu'ils expliquent, c'est que les provocations de Poutine, elles affaibliraient l'Union européenne et l'OTAN. Et l'Union européenne et l'OTAN, c'est des constructions politiques qui sont des appareils, des institutions contre les peuples et contre les travailleurs. Et il n'y aura pas un euro, pas une arme, pas un homme pour la défense ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN, de notre point de vue. Alors cette escalade des guerres, cette escalade du militarisme, eh ben, c'est le résultat d'une phase actuelle du capitalisme qui se traduit par une instabilité croissante, une montée de l'extrême droite
dans différents pays qui en est la conséquence. Ce qu'on appelle l'impérialisme, nous, depuis Lénine, on n'a rien inventé, d'ailleurs on est à la fête de l'UMA, donc la référence à Lénine parle certainement, y compris à nos camarades du Parti communiste, même si la direction du Parti communiste français a oublié depuis longtemps, à notre avis, les perspectives qu'avait tracées Lénine à l'époque. En tout cas, ce qu'on entend par l'impérialisme, c'est pas seulement le déploiement militaire et les invasions et les opérations spéciales, c'est l'ensemble des mécanismes de la concurrence capitaliste. Les guerres actuelles, à l'époque impérialiste, ce sont la prolongation de la concurrence économique sur le terrain militaire. Aujourd'hui, dans le monde, on est dans une phase depuis un siècle de domination écrasante de l'impérialisme américain. Et l'impérialisme français, qu'on combat bien sûr au premier plan, est tout à fait aligné derrière l'impérialisme américain, même si parfois il cherche à défendre sa propre marge de manœuvre. Et depuis 15 ans, depuis 20 ans, il y a l'émergence de la Chine, qui n'est absolument pas, malgré son drapeau rouge, un régime communiste, mais qui est un régime capitaliste, qui a émergé, qui défend ses intérêts capitalistes contre ses propres travailleurs chinois avant toute chose, mais aussi depuis quelques années au-delà de ses frontières, qui développe une puissance militaire et qui menace la domination totale et sans partage de l'impérialisme américain. Non pas que la Chine soit un concurrent à l'égal des États-Unis, pas du tout, c'est pas le cas, mais régionalement, il peut menacer l'ordre impérialiste mis en place par les Américains. Cette menace est intolérable pour l'impérialisme dominant qui souhaite rebattre toutes les cartes, refaire un basculement du monde, d'un monde qu'il avait pourtant, l'impérialisme américain, lui-même mis en place. D'où le fait que toutes les règles du droit international, les règles de l'ONU, les règles de l'OMC, tout ça est mis par terre. Non pas qu'on les regrette, ces règles. On est communiste, on est révolutionnaire. L'ONU est un repère de brigands capitalistes, comme disait d'ailleurs Lénine, toujours. On ne les regrette pas, mais c'est des règles qu'ils ont mis en place et qui mettent par terre parce qu'ils passent à une autre phase, une phase beaucoup plus agressive. Le camp d'en face, derrière la Chine, il essaye aussi de trouver des alliés, de se coaliser, de faire une coalition impérialiste, d'États impérialistes qui sont des bourreaux de leur propre peuple. C'est ce qu'on a vu avec les BRICS, avec le défilé militaire en Chine, derrière Xi Jinping, derrière Poutine, derrière le dictateur nord-coréen. Nous, on n'a aucune illusion dans ce camp-là. Ce n'est pas des amis de l'humanité, ce n'est pas des vrais opposants au système impérialiste, ce sont simplement des concurrents qui cherchent à avoir une marge de manœuvre supplémentaire vis-à-vis de l'impérialisme américain, mais qui seront toujours des concurrents qui écrasent avant tout leur propre peuple et leur propre classe ouvrière. Alors, cette phase du capitalisme dans laquelle on est entré, elle ne va pas disparaître par magie. L'instabilité, la montée du militarisme, la multiplication des guerres, ça ne va pas disparaître par magie, ça va continuer. Et ce n'est pas des vœux pieux qui pourront faire que ça s'arrête. Cette phase, elle s'accompagne politiquement, et c'est tout à fait naturel aussi, et ça ne va pas non plus disparaître par magie, de la montée de l'extrême droite. Les États sont de plus en plus autoritaires, il faut qu'ils fassent la guerre à leurs voisins, il faut qu'ils nous embrigadent dans leur guerre, alors qu'on n'y a aucun intérêt. Donc l'extrême droite, c'est leur réponse politique, et c'est la seule perspective qu'ils souhaitent nous offrir. La montée du militarisme aussi, elle est tout à fait inscrite dans la phase actuelle du capitalisme. Mais tout ça, c'est pas pour dire que c'est une fatalité. Bien au contraire, c'est pour indiquer que la seule perspective pour enrayer la montée de l'autoritarisme, de l'extrême droite, du militarisme et donc des guerres, la seule perspective, elle est dans la lutte des classes, elle est dans la force des travailleurs à imposer une perspective différente, c'est-à-dire d'un monde débarrassé du capitalisme, de la bourgeoisie, qui s'appelle le communisme. Parce que les guerres qui préparent entre puissances, il faudra toujours garder en tête que même des puissances concurrentes, il y a une chose sur laquelle elles seront toujours d'accord, c'est sur la répression des peuples dès qu'ils entrent en mouvement. Xavier va nous parler de Palestine, parce qu'évidemment le génocide à Gaza, c'est dans les têtes de tout le monde et c'est normal et c'est une préoccupation, ça devrait être la préoccupation de tous les travailleurs de cette planète immédiatement. Le peuple ukrainien est sous les bombes. Mais
Poutine, qui aujourd'hui est présenté comme un adversaire de Macron, Starmer, Scholz et compagnie, quand il écrasait la grève générale en Biélorussie, à peine un an avant son invasion de l'Ukraine, il était applaudi par les chancelleries occidentales parce qu'il faisait le sale boulot d'écraser une grève générale à leur place. Le régime iranien, quand il est bombardé par son programme nucléaire, par Trump et Netanyahou coalisés, quand un an avant il écrasait la révolte des femmes, bien légitime, et la révolte des ouvriers iraniens, les mêmes chancelleries occidentales ne trouvaient rien à redire parce qu'il faisait le sale boulot de répression. Et ça nous indique la voie pour aller vers quelque chose de positif. Alors ici aussi, la poussée du militarisme, elle a des conséquences politiques et on peut et on doit s'y affronter dès aujourd'hui, y compris en parlant à nos collègues de travail les moins avancés politiquement. Il faut dire et répéter que la classe ouvrière, les travailleurs, les travailleuses, ils n'ont rien à gagner et ils ont tout à perdre à s'aligner derrière le militarisme de l'État français. Ceux qui nous attaquent, les Macron, mais derrière eux les Bolloré, les Bouygues et les Bernard Arnault, ne seront jamais ceux qui nous défendent. Leur but de guerre, nous y sommes totalement opposés. Nous n'avons aucun intérêt commun avec leur but de guerre. Et je crois que, j'insiste à nouveau, Xavier va nous décrire ce qui se passe en Palestine est caractéristique des méthodes, des moyens et des buts que l'impérialisme occidental se donne. C'est la méthode du génocide. Ils sont prêts à aller jusque-là, ils sont encore en train d'y aller. Et quand Macron nous parle de reconnaissance de l'État de Palestine sur la base des ruines et du génocide et de la complicité totale et même de la responsabilité avec Netanyahou, eh bien c'est une hypocrisie sans nom. Leur but de guerre, c'est non. Leur solution industrielle, comme si développer les usines d'armement et les usines d'obus, ça allait faire des emplois et des salaires, c'est du bluff, c'est un mensonge. Et de toute façon, c'est non. Leur budget militaire, vous avez vu le budget de Bayrou, on va le combattre tous ensemble le 18 et dans la suite. Le budget de Bayrou ou le budget de Lecornu, c'est exactement pareil. Lecornu, c'est même pire, c'est le ministre des Armées qu'ils ont nommé Premier ministre. Petit message, clin d'œil, clin d'œil. Le budget de Lecornu, c'est exactement pareil. Leur budget militaire, il augmente de 7%, pendant que tous les autres budgets, tout ce qui a tant soit peu une utilité au service de la population et des travailleuses et des travailleurs, est au régime sec. Ce budget militaire, c'est non. Et on aimerait que ceux qui se présentent aujourd'hui dans la fête de l'humanité comme la gauche, qui se disent dans toutes les agoras prêtes à gouverner pour le compte de l'impérialisme français, on aimerait entendre une petite musique quand même pour dire que le budget militaire, il ne faut pas l'augmenter, il faut le diminuer parce qu'on veut financer l'hôpital, pas les rafales, on veut des aides à domicile et pas des missiles. Mais tout ça, c'est une conscience internationaliste qu'il nous faut. Nous, on ne raisonne pas en termes de nation. On n'a pas d'intérêt commun avec Bouygues et Bernard Arnault qui sont des patrons français en tant que travailleurs français. Par contre, on a des intérêts communs avec les travailleurs du Maroc, les travailleurs d'Algérie, les travailleurs d'Allemagne, les travailleurs américains et les travailleurs du monde entier. Et c'est le sens de notre internationalisme qui est bien plus que de la solidarité, mais une lutte commune. Je passe la parole à Xavier pour parler de la Palestine. C'est la presse israélienne qui l'a récemment révélé. L'armée israélienne recrute par les petites annonces en ligne, des conducteurs de bulldozers pour un, je cite, travail de démolition dans la bande de Gaza, payé 6 000 shekels, 1535 €, pour un peu moins de 10 heures de travail. C'est l'équivalent d'un mois de salaire pour une journée de destruction à Gaza. C'est Haaretz qui a révélé ça, et qui précise que les contractuels recrutés sont payés en fonction du nombre de maisons détruites. Cette task force de bulldozers, la force Uria, c'est une brigade d'une quinzaine de bulldozers fondée en 2024 par le militant d'extrême droite Uria Loberbaum, et voilà, qui a carte blanche pour raser tout ce qu'ils veulent sur le territoire de Gaza. Et selon l'ONU, cette fois-ci, depuis le 7 octobre 2023, 92% des bâtiments résidentiels de la bande de Gaza ont été soit détruits, soit endommagés. On pourrait bien sûr aligner toutes les,
tous les traits de description de l'horreur qui est en train de se passer à Gaza, mais qu'est-ce qui est important? Et Aurélien l'a déjà touché du doigt. Ce qui est en train de se passer, un génocide en direct, filmé sous nos yeux, soutenu, encouragé, financé par toutes les grandes puissances de ce monde, en direct, live. Au même moment, ils nous disent il ne faut pas envahir l'Ukraine. Ils disent il n'y a pas de problème pour soutenir un génocide d'une horreur indicible. Voilà, j'ai choisi un aspect juste pour faire toucher les doigts, c'est dégueulasse. On donne 1500 balles pour conduire un bulldozer. C'est quelque part cet alliage entre le génocide et le capitalisme. Là, ça montre que oui, c'est le code génétique. C'est le code génétique depuis le début, depuis la première minute, depuis le tout début. Que quelque part, c'est cette mort, cette destruction, cette exploitation, cette oppression qui fait partie du code génétique du système qu'on est en train de combattre. Pas simplement de dénoncer, mais de combattre activement. Et oui, bien sûr, ils sont très clairs en face. Netanyahou, à nouveau, cette fois-ci lors d'une cérémonie pour célébrer le futur agrandissement d'une colonie illégale qui coupera la Cisjordanie en deux, il a dit, mais ça a été relayé par la presse internationale, il n'y aura pas d'État palestinien, cet endroit nous appartient. Bon, voilà, tuer le plus de civils possible, tous les moyens sont bons, Et c'est très important de rappeler de manière systématique, ce n'est pas les États-Unis qui sont manipulés par Israël. Israël est le sous-traitant de l'impérialisme dans la région. Une région clé, bien évidemment, pour contrôler le monde de manière générale, les ressources, les flux commerciaux. Le Moyen-Orient a un rôle absolument central. C'est Israël qui est dépendant de manière financière, de manière militaire, du soutien qui lui est apporté par les grandes puissances, en premier rang les États-Unis. Donc oui, le génocide en Palestine, il est doublement révélateur. Il est révélateur, bien évidemment, de cette horreur qui est au cœur du système capitaliste. Il est aussi révélateur, même triplement, il est révélateur aussi du décalage absolument béant et dont aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que c'est peut-être une grande partie, peut-être une majeure partie de l'opinion publique mondiale qui se rend compte du décalage entre les principes affichés, on représente la démocratie, on représente le droit, etc., et la pratique des grands gouvernements. C'est un révélateur de cette hypocrisie totale. Israël est allé là jusqu'à bombarder les négociateurs, vous savez, dans le truc des otages, qui se sont fait bombarder à Doha, au Qatar. Trump dit c'est pas bien, mais ça peut nous aider à régler le problème. Un cynisme absolu. Il n'y a plus aucun principe, il n'y a plus le droit international. C'est une vaste blague. Bon. Donc c'est révélateur quelque part aussi de à quel point toutes les fausses solutions, le droit international, la résolution, je ne les connais même plus, les numéros des résolutions de l'ONU en faveur des Palestiniens, chiffon de papier. Jamais en s'appuyant là-dessus, on résoudra quoi que ce soit. Révélateur aussi, les régimes arabes, soi-disant dans le temps représentatifs d'une résistance de je ne sais trop quoi à l'impérialisme ou du panarabisme, mais ils sont tous à négocier avec les États-Unis et avec Israël. Tous à commercer avec. Tous, jusqu'au dernier, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, alors qu'il y avait une initiative quand même très intéressante de manifestation internationale, de marche vers Gaza, avec un côté internationaliste qui était vraiment, et de masse, c'est-à-dire c'était pas juste un petit groupe qui va là, même si c'est très bien, les flottilles, etc., on soutient. Là, c'était une manifestation où le but était d'aller jusqu'à Gaza. Bon, que fait le régime égyptien? Il réprime violemment. Et ça se prétend du côté des Palestiniens. Ça aussi, c'est révélateur de ces fausses solutions de tous les régimes ou de tous les courants nationalistes, y compris en Palestine. Tous, ils sont prêts à négocier leur petite parcelle de... C'est ça, hein? C'est tout ce terrain commun-là. C'est de dire, bah oui, moi, c'est pas grave, tu me donnes une petite zone, je suis le chef, il n'y a pas de problème, ma parcelle de territoire, avec mon petit drapeau, il n'y a pas de souci, je suis chef de quelque chose, je m'intègre à l'ordre impérialiste. On ne peut pas s'appuyer là-dessus, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Et Macron, même chose. Ah oui, on va reconnaître l'État palestinien le 22 septembre, la prochaine AG de l'ONU. Reconnaître un État qui est sur un territoire qui n'existe même plus.
où tout a été détruit. Mais quel... Alors, on nous cite en exemple, y compris jusque dans la fête de l'humanité. Jusque dans la fête de l'humanité, on nous cite en exemple l'État espagnol, la gauche, le gouvernement le plus à gauche de tous les temps dans l'État espagnol. Vous savez ce qu'ils font, l'État espagnol? Ils disent, ah ouais, on vend plus d'armes à Israël. Ah ouais, tu vends plus d'armes à Israël, mais en fait, ils en achètent. C'est pas mal ça. 817 millions, des contrats, 817 millions d'euros achetés à Israël. Mais quelle hypocrisie dégueulasse. Mais c'est exactement la même chose, le Cornu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu les dockers qui ont refusé les chargements. C'était quoi l'excuse de Le Cornu déjà, lui? Alors lui, on l'aime bien celui-là. Lui, c'était quoi son truc? C'était, alors je vous retrouve, la France ne vend pas d'armes à Israël. Non, non, non. On envoie juste des composants militaires là-bas qui servent à faire le dôme de fer. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça, c'est pas du tout vendre d'armes à Israël. Pas mal comme truc, hein. C'est des composants destinés aux dômes de fer israéliens ou des éléments pour la réexportation. Voilà. On n'achète pas, on vend, ou on vend pas, on achète, on réexporte, mais au final, tout ça, ça finit par, en fait, les aider, leur permettre de faire sans ce soutien. S'il n'y avait pas de soutien financier militaire, Israël n'aurait pas les moyens. Israël ne pourrait pas se permettre de continuer à attaquer 3 ou 4 pays en même temps. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et quelque part, ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est pas simplement révélateur de l'horreur et de à quel point on ne peut pas s'appuyer sur autre chose que nous-mêmes. Ça a aussi été révélateur de la solution. Révélateur de la solution, un début. Pourquoi? Les manifestations de masse qu'il y a eu partout dans le monde, elles ont commencé à tracer les camps. C'est quoi les vrais camps? C'est pas le camp, effectivement, il n'y a pas le camp de la Chine, le camp de la Russie, le camp de l'autre. Non, il y a celles et ceux qui négocient avec l'impérialisme, avec Israël, qui sont prêts à composer avec eux, et ceux qui jamais vont composer avec eux, qui sortent dans la rue pour dire non à un génocide. Et ça, c'est à Jakarta, c'est à Paris, c'est au Caire, c'est partout dans le monde. C'est notre classe sociale. Et moi, si je veux conclure sur une chose, c'est une chose extrêmement simple. Les dockers à Fos-sur-Mer, les dockers à Gênes, les dockers en Grèce, tout le monde a dit, bah oui, la grève, une grève comme celle-là, c'est la solution. Mais par contre, les camarades, il ne faut pas qu'on ait, comment dire, une grève par procuration, une mobilisation par procuration. Déjà, il faut comprendre que nos manifestations de masse encouragent ces grèves. S'il n'y avait pas eu des manifestations de masse partout dans le monde, jamais les dockers de Fos-sur-Mer ou en Grèce n'auraient eu le courage, ou à Tanger aussi, il y a eu des actions à Tanger, n'auraient eu le courage de le faire. Parce que quand tu es isolé, tu fais rien. Donc le mouvement de solidarité de masse de notre classe et de personne d'autre, de aucun gouvernement de notre côté là-dessus, il permet ces grèves-là. Mais surtout les camarades, il y a des choses qu'on pourra faire. On peut dire, bah ouais, nous les postiers, ça sert à rien qu'on fasse grève parce que tu comprends, Israël, ils n'envoient pas des lettres, ils ne font pas la guerre avec des lettres. Non, mais c'est pas comprendre en réalité que la chose qui est la clé, la chose qu'on peut faire qui vraiment stopperait tout ça, c'est quoi? C'est une mobilisation d'ensemble, un mouvement d'ensemble de notre classe, tout le monde. C'est ça, pour les renverser, celles et ceux qui ont intérêt au génocide, celles et ceux, tout le patronat, tous ceux qui soutiennent toutes les grandes puissances, celles et ceux qui ont un intérêt à l'exploitation des ressources et des êtres humains, et qui ne voient aucune limite à ça. Ça, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est les renverser et prendre le pouvoir nous. Et ça, c'est pas juste les dockers, c'est pas juste les postiers, c'est pas juste les jeunes, c'est toutes et tous ensemble. Et quelque part, la mobilisation contre l'austérité, la mobilisation contre les génocides, la mobilisation contre l'impérialisme, c'est une seule et même chose. Et c'est toutes et tous ensemble qu'on doit le faire. Et là, quelque part, on a une situation qui est favorable pour ça. Bon, moi je vais faire en fait une conclusion plus sur qu'est-ce que c'est à notre sens qu'être internationaliste. C'est plus pour susciter en fait la discussion justement sur ce point-là après, si vous voulez bien. Parce que bon, je vais partir de ce qui se passe là. Vous avez vu, il y a une flottille qui est partie là pour en solidarité avec le peuple palestinien et pour défendre le peuple gazaoui, quoi, et pour ouvrir un couloir humanitaire. Donc cette flottille, elle regroupe des centaines, des milliers de gens très différents, et il parle donc de la nécessaire solidarité internationale.
Notamment, d'ailleurs, il y a un militant de la CGT, là, dans l'UMA de ce week-end, qui disait qu'il s'y est joint, tout ça. Bon, bref, en tant que militant ouvrier, bon. Et donc, cette solidarité internationale, comme a dit Xavier, certes, on la soutient, mais on voudrait discuter de ce que ça veut dire exactement. Parce que nous, les communistes révolutionnaires, on est internationalistes à un autre titre que ça. On pense que la solidarité internationale, ça ne doit pas consister à vouloir interpeller, vous avez vu, parce que bon, ils interpellent les gouvernements français, américains, etc., enfin tous les grandes puissances, quoi, interpeller pour qu'ils arrêtent ce qui se passe, ils mettent un stop à ce qui se passe à Gaza. Or, le problème, c'est que nous, on pense que les classes populaires, les travailleurs, les Gazaouis, tous ceux qui souffrent de cette situation aujourd'hui dans la chair, dans la peau, ils ne peuvent mettre aucune confiance dans les gouvernements. Bon, Aurélien tout à l'heure a parlé de repères de brigands. Oui, dans ce repère de brigands qui est le G7, le G20, enfin tous les dirigeants des États bourgeois de cette planète, à commencer par les dirigeants des États impérialistes comme la France, on ne peut mettre aucune confiance dans ces gens-là et encore moins les interpeller. En fait, il faut les dénoncer, il faut dénoncer leur politique et armer, parce que ça consiste à armer en fait les classes populaires, qu'elles soient de France, de Belgique, d'Espagne, de partout, enfin d'Égypte, armer les classes populaires contre leurs propres dirigeants et contre leur propre bourgeoisie. Parce que ce sont eux, comme l'ont dit les camarades, je ne vais pas répéter, qui ont intérêt à ce que ces guerres perdurent, qui ont intérêt, parce que bon là Macron, vous avez vu, il reconnaît l'État palestinien, bon bref, en Espagne, même chose. Mais Chirac, vous savez, quand c'était la guerre en Irak, il avait fait tout un laïus, on est contre l'intervention en Irak, tout ça. Les mots, on sait, nous savons, on ne va pas le répéter, que c'est de l'hypocrisie, mais ce n'est pas juste de l'hypocrisie, c'est une politique à usage interne pour se redorer la façade, pour bien expliquer à tous les prolos de France et de Navarre, à nous quoi, que vous avez vu, nous quand même, l'État français, on sait reconnaître quand il y a un truc dégueulasse et meurtrier qui se passe. Tout ça, c'est une politique de façade à usage interne pour qu'on mâche au pas derrière eux. Et nous, en fait, nous n'avons pas ni à quelque part faire vivre l'illusion que oui, l'État français, Macron, tout ça, il pourrait quand même, oui, c'est un petit pas de reconnaître l'État palestinien, tout ça. Nous savons que tout ça, non seulement c'est du pipeau, mais c'est une politique pour enfumer la conscience des classes populaires. Et ça, je pense que nous, en tout cas nous, on le dénonce de A à Z. Aucune illusion à mettre derrière ces gens-là, aucune illusion évidemment à avoir sur ce que c'est que les grands industriels français, à commencer évidemment par Dassault, qui là fait son beurre et tout, et Thales et toutes les grandes multinationales françaises qui là font leur beurre sur ces guerres, que ce soit à Gaza ou en Ukraine, voilà, ce sont nos ennemis de classe. Et ça, quand on est en fait internationaliste, militant communiste tout simplement, parce que vous savez, voilà, Lénine, il était pour le défaitisme révolutionnaire. C'est-à-dire que les travailleurs, voilà, la population, les classes populaires, ils doivent avant tout, au premier lieu, combattre leur propre bourgeoisie, être conscients que c'est leur propre bourgeoisie qu'ils doivent combattre. C'est l'exploitation de leur propre bourgeoisie, c'est la politique qu'elle mène à l'extérieur, puisque la bourgeoisie française est par définition depuis le début une bourgeoisie impérialiste, qui exploite d'autres pays, les populations d'autres pays, qui a commencé par être esclavagiste et ensuite impérialiste, et c'est elle qu'on doit combattre au premier chef. Donc, vous voyez, c'est quand même assez différent, voilà, même si nous soutenons des initiatives qui pourraient, voilà, parce que là-dedans, il y a des tas de gens sincères, des militants sincères, mais qui doivent bien se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut pas défendre le fait que notre propre État et notre propre bourgeoisie, c'est quand même un rempart, parce que, je vais terminer là-dessus, par rapport à l'Ukraine, c'est pareil, ils viennent nous défendre que finalement, comme là, Trump en fait a trouvé le moyen de faire sous-traiter le conflit avec Poutine et la Russie par
les puissances européennes, voilà, le budget militaire, c'est à vous de le mettre, etc. Eh bien, on vient nous servir la petite chanson que les démocraties européennes, quand même, sont menacées. Et même, nous avons donc des dirigeants de la gauche, comme Mélenchon ou même Fabien Roussel, Mélenchon par exemple, qui nous explique qu'il faut une souveraineté nationale, qu'il faut assurer la souveraineté nationale, y compris militaire. Alors, vous savez, avec cette illusion que si on avait les armes et la souveraineté, c'est des armes de défense, quoi, vous voyez, c'est pour que les autres ne nous attaquent pas. Donc, quelque part, ça serait presque une politique pacifiste. Eh bien non, en fait, ils produisent des armes. Premièrement, parce que le pognon, c'est leur religion, quand même, la bourgeoisie, voilà. Et les armes, ça produit beaucoup de capital et beaucoup de pognon. Et puis, ils produisent des armes pour s'en servir demain, avec la peau de nos gamins, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'ils produisent des armes. Et ça, je veux dire que, bon, on ne peut pas, en fait, se dire, à notre sens, communiste et internationaliste, sans armer la population, les travailleurs, contre nos vrais ennemis. Voilà. Je pense que voilà, il y a deux camarades déjà qui ont cité Lénine, mais voilà, je l'ai recité parce que, oui, les révolutionnaires russes dans leur temps et bien d'autres révolutionnaires, c'est ça la politique qu'ils ont menée en fait. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, cette politique-là, il faut la discuter et par-delà les frontières, parce que peut-être que, et je termine là-dessus, on se dit, bon, en Israël, il y a peu de réactions de la part de la population, de la classe ouvrière. Peut-être que dans les pays arabes, il y a peu de réactions. Ici en France, où finalement, dans les classes populaires, il y a beaucoup les idées nationalistes qui suivent leur cours. Vous voyez la montée de l'extrême droite, etc. Et donc, on voit mal, entre guillemets, comment il pourrait y avoir une explosion sociale qui finalement commence à mettre à l'ordre du jour, oui, cette bourgeoisie qui nous exploite et qu'il faudrait renverser, comme a dit Xavier. Mais vous savez, les choses peuvent aller très très vite, hein, parce que la situation, elle est quand même très instable. Peut-être pas explosive là au premier chef, mais au Népal, vous avez vu ce qui s'est passé, ça pourrait devenir explosif assez vite, on ne sait pas. Voilà. En France, là, il y a eu le 10 septembre, ça pourrait vraiment être un début d'une contestation, d'une vraie contestation. Et on pense que la solution, elle est là. Voilà. Et qu'il n'y a aucune illusion. Mais bon, justement, c'est pour en discuter avec vous. Donc, je laisse la place au débat. Voilà.